Chez nous, c'est vraiment l'interaction avec le monde réel de l'emploi, le monde réel de l'industrie, ça nous intéresse. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on n'hésite pas à vous recevoir et puis à continuer la discussion, à s'informer sur les événements et puis à venir mettre à jour. Voilà. Bonne continuation. Ils vous ont dit qu'ils sont en deuxième année, en fait, quatrième année d'ingénieur, donc ils finiront l'année prochaine. Nous sommes 2023 et seront sur le marché. Voilà. Donc on attend d'avoir des stagiaires pour travailler sur des projets. Bon, ben, bonjour à tous. Je vais me présenter déjà de base. Je suis ivoirienne, donc j'ai fréquenté le lycée Sainte-Marie de Cocody de la 6e à la terminale C. J'étais de la promotion 2010, donc promotion, on va dire, crise post-électorale. Donc voilà, j'ai eu mon bac C avec la mention temps et puis j'ai une bourse d'études là, en France pour des études d'ingénieur en France. À la suite de diplôme d'ingénieur, donc j'ai fait 2 années de classe préparatoire, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Puis par la suite, je suis allée en école d'ingénieur pour me spécialiser en génie énergétique et énergie renouvelable à l'école polytechnique de Montpellier. Ensuite, j'ai fait un master économie du développement durable, de l'énergie et du transport durable. Puis un diplôme en supplément sur tout ce qui est sciences politiques, gouvernance mondiale, surtout dans le cadre de la transition énergétique à Sciences Po. Et puis par la suite, en parallèle, je travaillais avec des multinationales comme EDF, Engie, bien d'autres partenaires en gros qui sont en train de s'orienter leur activité dans le développement des énergies nouvelles et de faire beaucoup de ces petites entreprises-là ou de des grandes entreprises de demain. Voilà. Donc, durant mes expériences, j'ai fait de la production d'énergie, stockage, distribution d'énergie via la construction de centrales. Aujourd'hui, je suis manager de projet EPC, des constructions en France, des constructions de centrales solaires avec stockage. Et puis, je forme aussi dans l'hydrogène. Je suis entrepreneur, j'ai ma propre entreprise aussi, en plus de l'IH2, mais je me suis dit, je ne vais pas passer toute ma vie en Europe. Je pense que tôt ou tard, je dois rentrer dans mon pays pour transmettre en fait tout ce que j'ai appris. Je sais qu'aujourd'hui, ça avance pas mal dans notre pays. Et aussi l'hydrogène, avec la transition énergétique, la crise ukrainienne, tout ça, voilà, il commence à avoir pas mal d'investissements autour pour le développement de cette filière qui est un vecteur qui a pas mal d'avantages pour nos besoins dans tout le secteur d'activité. Et je trouvais, moi, l'opportunité liée à Ivoire Hydrogène fondée par Philibert Dutrieux. J'ai aimé vraiment le concept et puis c'est la première entreprise de l'hydrogène en Côte d'Ivoire. Donc j'ai aimé ça et puis je me suis dit c'est le tremplin pour mettre en application ce que j'ai appris aussi puis continuer de transmettre via le déploiement de cette filière, via la formation, le déploiement de projets industriels. Il y aura l'occasion de vous expliquer bien les projets de cette structure. Mais voilà, de façon générale, voilà la vision un peu. Donc sans plus tarder, je vais commencer la commentation sur la généralité concernant l'hydrogène. L'hydrogène, en fait, on sait tous que c'est le premier élément chimique du tableau de Mendeleev. Il contient un proton, un neutron et il est disponible dans plusieurs molécules comme l'eau, l'ammoniac, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, le retrouve un peu dans la réaction chimique. Aujourd'hui, l'hydrogène a un très fort pouvoir calorifique, et un pouvoir calorifique plus élevé que celui du pétrole et celui de l'essence. Et nous sommes tout à l'heure dans les tâches suivantes, on verra ces avantages. On peut passer à la séance. Donc aujourd'hui, suivant sa source de production, l'hydrogène est qualifié. L'hydrogène en fait est qualifié suivant sa source de production. Donc aujourd'hui, on dispose de l'hydrogène gris quand l'hydrogène est produit à partir de sources fossiles, l'hydrogène bleu quand c'est produit à partir de gaz naturel, et l'hydrogène vert quand il est produit à partir d'énergie renouvelable. Et on parle d'hydrogène blanc quand on a de l'hydrogène qui provient des gisements naturels, comme par exemple au Mali,
Donc, en termes d'usage, aujourd'hui, on peut utiliser l'hydrogène pour la mobilité, pour charger les véhicules. On peut utiliser l'hydrogène au niveau de l'agriculture en mixant l'hydrogène à l'azote qui produit de l'ammoniac. Et transporter en fait l'hydrogène sous forme d'ammoniac devient moins coûteux. Et puis, ça permet aussi d'avoir une énergie plus stable. Et aussi, ensuite, l'hydrogène pour l'injection au niveau du gaz, dans l'industrie chimique, pharmaceutique. Et bien entendu, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle d'intermittence, donc on parle de stockage, d'où aussi la venue de l'hydrogène pour régler toutes ces problématiques dans le stockage d'énergie. Alors, donc ça là reprend un peu la production d'ammoniac à partir d'hydrogène utilisant l'azote de l'agriculture. Et aujourd'hui, on remarque que 49% de la production d'hydrogène, c'est la production d'ammoniac. Et en fait, aujourd'hui, on stocke l'hydrogène sous forme de l'ammoniac parce que ça nous revient moins cher et c'est plus facile. Parce qu'aujourd'hui, stocker l'hydrogène dans les réservoirs, ça demande des matériaux très spécifiques. Alors que quand le stock on a accès à ces matériaux disponibles sur le long terme. Donc aujourd'hui, c'est plus facile de transformer par camion ou par bateau en Europe. Aujourd'hui, on va revenir sur la problématique de l'Europe, mais aujourd'hui en Europe, on produit beaucoup d'hydrogène à partir de sources non renouvelables. Et c'est vraiment pas très intéressant pour, on va dire, l'impact carbone pour le climat. Et donc aujourd'hui, l'optique de l'Europe, c'est de produire l'hydrogène, par exemple, au Maroc ou dans d'autres pays d'Afrique, et le transporter par bateau en Europe sous forme d'ammoniac pour pouvoir l'exploiter. Donc voici pourquoi aujourd'hui, il y a pas mal d'avantages autour de l'Europe. Donc, la chaîne de consommation d'hydrogène. Donc on a un schéma qui est résume en fonction de chaque source. On produit soit de l'électricité, soit de la chaleur, ou soit du gaz naturel. Et en fonction de ça, il y a trois procédés de consommation de sources ENR, de sources énergie hydrogène. Le produit d'hydrogène qu'on peut utiliser pour l'injection dans le réseau de gaz, pour le réseau électrique, pour la mobilité, et puis pour l'industrie chimique, aéronautique, etc. Donc à partir d'énergie nucléaire ou d'énergie renouvelable, on produit de l'électricité. Et via le process d'électrolyse, on produit en fait l'hydrogène sous forme de gaz. Ensuite, à partir de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire la biomasse, on produit de la chaleur. Et via le process de thermolyse ou d'électrolyse à haute température, on produit l'hydrogène. Et aussi à partir du pétrole, bien sûr, l'hydrocarbure, c'est-à-dire du CH4. Là, on parle du processus de vapeur-reformage, on produit également l'hydrogène. Voilà. Donc par la suite, on verra les différents procédés étapes détaillés. Donc, le vapeur-reformage. Le vapeur-reformage, en fait, c'est un procédé qui utilise le gaz naturel. Donc, si on voit bien l'équation CH4, qui est un hydrocarbure, ou soit c'est du méthane produit à partir de la méthanisation de la biomasse. Donc du CH4, on rajoute à de la vapeur, on produit du monoxyde de carbone hydrogène. Mais on sait que le monoxyde de carbone, c'est un gaz très nocif qu'on ne souhaiterait pas avoir comme produit de réaction. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce monoxyde de carbone? Encore, on rajoute de l'eau. Et avec ça, on produit du CO2 et de l'hydrogène. Ce CO2 qu'on produit, on peut le traiter, le purifier, voilà, l'injecter dans l'air, le moins nocif, ou le réutiliser dans le cycle qui reproduit l'hydrogène. Donc aujourd'hui, le coût d'hydrogène, le coût de revient d'hydrogène de cette technologie-là, bon, il varie d'une application à une autre. Par exemple, quand on utilise l'hydrogène pour l'industrie, on n'a pas le même coût de revient quand on utilise l'hydrogène pour la mobilité. Donc c'est valable pour toutes les technologies. Pour l'industrie, par exemple, on a un coût entre 2 et 3 euros le kilogramme. 2-3 euros, ça fait entre 1200 francs CFA et 1800 francs CFA le kilogramme d'hydrogène. Vous allez me dire, c'est encore élevé, c'est normal. On va revenir au coût. Et pour la mobilité, on est entre 5 euros et 7 euros le kilo, donc ça veut dire entre 3000 et
3500 francs. C'est pas le prix. Donc ensuite on a toujours la vérification du biomasse. Donc c'est un process qui utilise la biomasse sèche, ça peut être du bois, pas la biomasse humide, mais plutôt la biomasse sèche. Du bois on peut broyer, on peut sécher, et puis par le process de pyrolyse, on obtient la chaleur des matières volatiles, et ensuite par oxydoréduction on produit du gaz de synthèse qui est le monoxyde de carbone et l'hydrogène. Donc on sépare l'hydrogène du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone peut être aussi, comme je l'ai dit, on recapte l'eau, la vapeur, on produit également l'hydrogène, on fait une séparation et on traite les gaz un peu nocifs qu'il faut traiter, comme le bilan environnemental de donc c'est vraiment un procédé qui permet de vraiment l'hydrogène. Voilà. Ensuite, l'électrolyse qui sera le procédé le plus vulgarisé d'ici 2050 et les années à venir. C'est un procédé qui permet d'utiliser l'électricité d'origine verte et de l'eau pour produire l'hydrogène. Pour moi, je vous pose la question. L'électrolyse, c'est vraiment une réaction chimique qu'on a vue. Moi, comme j'ai fait le programme de l'Abidjan, en classe de 3e, on voit l'électrolyse de l'eau. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que l'électrolyse de l'eau? Comment ça fonctionne? C'est la réponse sur le tableau. Hein. Oui, la réponse est sur le tableau. Ah, les gens d'antenne d'Abidjan, ils ont répondu. Hein. Donc là, il y a il ne faut même pas gâter votre nom. Oui. Et en hydrogène, besoin d'électricité. Merci, tout à fait. Vous a sauvé, hein. Voilà. J'allais aller à l'antenne d'Abidjan pour dire les gens de Yako, là. Ils sont tous fatigués. Ils ont fait trop de maths physique. Non, mais c'est bien. Voilà, donc du coup, ce coût aujourd'hui, de cette technologie, comme j'ai dit, varie entre 3 et 7 euros le kilogramme, mais avec l'amélioration de la recherche et du développement, on va arriver à un meilleur coût d'ici les années à venir. Voilà, donc pour 1 kg d'hydrogène, il faut savoir qu'on a 11 normes mètres cubes d'eau, normes pour dire conditions normales de pression, température, 25 degrés, 1 bar en pression atmosphérique. Et comment calculer le débit d'hydrogène? On fait le rendement de l'électrolyseur qui varie entre 60 et 74%, multiplié par la quantité d'électricité ou de chaleur de quoi on a à disposition, divisé par le PCI qui est de 33 kWh par seconde. Pastoche. Et on peut ajouter aussi que durant la réaction d'électrolyse, comme tu l'as dit, on produit de l'oxygène et c'est environ 8 kg d'oxygène produit par kilo d'hydrogène produit. Donc ça signifie que cet oxygène peut être utilisé dans différents process. Ça peut être dans le process de traitement d'eau, on peut rajouter de l'oxygène dans le médical. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, le second procédé, c'est l'électrolyse à haute température. C'est un procédé qui utilise de la chaleur au lieu de l'électricité pour produire l'hydrogène, mais à haute température. Donc ça signifie qu'il faut des conditions spécifiques pour permettre l'utilisation de cette technologie, qui est moins coûteuse que celle qui utilise l'électricité, mais elle peut pas s'utiliser sur n'importe quel type de projet. Ce sera des projets de grande puissance. Par exemple, je prends l'exemple, on peut faire utiliser ce type de procédé pour, par exemple, les centrales solaires thermiques qui sont exposées au soleil, qui utilisent des grandes valeurs de température. Aujourd'hui, c'est vraiment une technologie qui est encore en stade expérimental en France. Voilà, c'est encore dans les labos et ça sortira. Mais vraiment, l'avantage est moins coûteux que celui de l'électricité. À cause de la chaleur qui coûte moins cher que l'électricité. Mais en Côte d'Ivoire, on utilise moins la chaleur, on utilise plus le froid électrique. Donc peut-être qu'à l'avenir, la meilleure, celle qui sera utilisée, c'est l'électrolyse. Donc aujourd'hui, on a un tableau qui regroupe les 3 technologies d'électrolyseur. Donc on a l'électrolyseur alcalin, qui est la plus vieille technologie, qui est la plus utilisée aujourd'hui, qui est en niveau de 60%, qui est moins chère, et puis la pureté d'hydrogène
sortie de réaction chimique de l'ordre de 90%. On a l'électrolyser PEM, qui a un meilleur rendement que celui à Canada. L'électrolyser à haute température, qui a encore un meilleur rendement que l'électrolyser. Et voilà, ça dépend du poids de température et des centrales laboratoires. Les deux électrolyses sont utilisés, c'est la PEM et puis la CAM. Voilà. Ensuite, pourquoi aussi l'hydrogène? Ça remonte aussi à la problématique du stockage. C'est bien bon, on aime bien les batteries, on met un meilleur rendement de 98%. Mais est-ce que, je prends l'exemple par exemple des véhicules, quand la recharge d'un véhicule électrique comme ça, voilà, il faut entre 30 minutes et 1 heure pour recharger un véhicule électrique. Mais quand on prend le véhicule hydrogène, en 3 minutes on recharge un véhicule hydrogène. Donc il y a des avantages. On a aussi le rendement de l'électrolyseur ou de la pile à combustible. Aujourd'hui, quand on compare au rendement de la batterie, c'est moins. Mais il faut analyser aussi le temps de recharge, la durée de vie, voilà. Et puis plein d'autres paramètres pour pouvoir décider du type de stockage qu'on veut utiliser pour une installation. Donc ça remonte à des études de faisabilité, choix technologiques, etc. Mais aujourd'hui, voilà, le stockage remonte au fait que d'ici les années à venir, on fera beaucoup de production renouvelable. Elles sont intermittentes, voilà. Certaines sont produites en journée, la nuit, comment on fait? Donc, il faut mettre de l'énergie en réserve quelque part pour qu'on utilise la nuit quand on a besoin. Donc, cette énergie en réserve, c'est via le stockage. Le stockage d'hydrogène, voilà. Et en fait, on stocke, on produit l'hydrogène, après on le distribue soit en gaz, soit en électricité par les piles à combustible. Donc, pour la problématique. Donc, quand on parle aussi de stockage, voilà, on parle de gestion du réseau électrique. Donc la gestion du réseau électrique est liée. Aujourd'hui, l'ancienne technologie pour gérer le réseau électrique, c'est l'interconnexion. L'interconnexion entre les pays, par exemple, la Côte d'Ivoire peut fournir au Mali, ou au Niger, ou au Burkina Faso, et inversement. Voilà, quand la demande est forte et qu'il y a une zone, par exemple, où on n'a pas accès à l'électricité, si en temps réel, les pays voisins ont accès à cette électricité, on récupère l'électricité. Donc ça, c'est l'ancienne technologie qui était utilisée depuis les jours futurs. Après, vient le stockage. Et ensuite, quand vient le stockage, il vient aussi la gestion intelligente du réseau. Bon, d'ici les années à venir, on aura une multiplication de lignes électriques, lignes de réseau électrique. On aura aussi une augmentation de la production ENR. Oui, on aura du stockage. Donc voilà, pour la gestion de l'offre et de la demande, il va falloir mettre en place des plateformes de gestion intelligente du réseau pour pouvoir gérer l'offre et la demande, et puis gérer le cycle d'électricité, voir à quel moment il faut faire le stockage. Donc tout ça, ça se gère via des plateformes intelligentes de gestion du réseau qui sont en train de mettre mises en place par les nouvelles entreprises qui sont en train de se monter dans ce secteur d'activité. Donc ces trois thématiques-là font partie de la thématique du stockage. Donc la pile à combustible, on a deux types de piles à combustible. Une pile à combustible proton à échangeur de membrane, et puis la pile à combustible à oxyde solide. Celle à oxyde solide est utilisée pour les fortes températures, un peu comme l'électrolyse à oxyde solide, pour les grosses puissances d'électricité. Et c'est la pile à combustible PEM. Elle est plus efficace et elle est plus utilisée pour les applications de toutes sortes. Maintenant, comment on produit l'électricité via la pile à combustible à partir d'hydrogène? Quel est le procédé qui est l'inverse d'une bonne éducation? C'est l'inverse de l'électrolyse de l'eau, mais comment ça s'appelle ce procédé qui permet d'utiliser l'hydrogène pour produire l'électricité? Très bien, la synthèse de l'eau. Ah, celui qui est arrivé là, il est lucide. Il est lucide. Et les autres, ils sont fatigués. Donc ils savent peut-être qu'ils sont timides. Des grandes têtes. Donc voilà. Donc pour la production aussi d'électricité, on peut utiliser le groupe électrogène. Aujourd'hui, c'est quand on a vu le groupe électrogène diesel, etc. Mais on parle aussi de l'hydrogène. On injecte de l'eau. Donc c'est des produits qui sont en train d'être mis sur le marché par différents fabricants européens. Donc on utilise de l'eau, on injecte de l'eau là, voilà. Et puis on produit de l'hydrogène à l'intérieur et il y a une pile à combustible qui a produit l'électricité. Bon, par contre, le rendement pour l'instant est de 5%.
Mais c'est un groupe électrogène, donc on peut l'utiliser, vous savez, en électrification rurale, en zone rurale, tout ça, ça coûte moins cher qu'un procédé de chaîne de transformation d'hydrogène et dans l'électricité en passant par les producteurs, la production, etc. Donc, après avoir parlé de production, on va passer maintenant de pourquoi l'hydrogène, voilà, l'hydrogène aussi à cause du stockage, de son avantage par rapport au stockage batterie. Et aujourd'hui, on a deux types de stockage d'hydrogène. On a un stockage d'hydrogène en surface, où on utilise, on produit l'hydrogène à partir jusqu'à 1 MW d'électricité. Alors, si par exemple, je prends un exemple, si on veut produire l'hydrogène à partir de 90 MW d'électricité. Je vous donne un exemple. Pour 1 MW, on produit 400 kg d'hydrogène. Donc, si on a 90 MW, on va produire une grande quantité d'hydrogène. Mais est-ce qu'on a assez d'espace pour pouvoir recueillir des stations comme ça? Peut-être que le chantier n'a pas assez d'espace. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est de pouvoir stocker l'hydrogène dans le sous-sol et le réutiliser suivant la demande. Donc on le stocke sous des conditions un peu particulières. On se rassure qu'on a la saumure dans le sous-sol, on injecte la saumure et on remplace par l'hydrogène. C'est un procédé qui demande aussi des études géologiques, des évaluations d'impact de risque environnemental et social. Et donc, voilà, ce sont les deux solutions. Donc, ce projet-là, en fait, il est déjà mis en service en Angleterre. Voilà, il est déjà opérationnel. En France, StorEnergy, qui est le pionnier de cette technologie, voilà, un coup de mettre en place ce projet-là à Lyon, en Nouvelle-Zélande. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en termes de stockage d'hydrogène, on a les stockages internes et les stockages externes. Stockage externe, donc c'est tout ce qu'on a qu'on pose en surface. Donc c'est comme des stations, la station de production comme les stations de pétrole. Total, là, c'est externe, donc on n'a pas la borne pour recharger ton véhicule. Voilà. Tu as ta station de stockage à côté, tu as la station de distribution. Ce que je voulais vous dire aussi, que le stockage a lieu 2 ou 3 jours dans l'année, suivant les calculs liés à la plateforme. Parce qu'en gros, quoi, cette plateforme de gestion intelligente d'énergie, en gros, elle permet de définir la coût de production, définir la coût de consommation, et puis vérifier les pics de consommation, pics de production, les moments où on surplus d'électricité, on a un coût d'électricité moins cher, et c'est à ce moment-là qu'on stocke l'hydrogène. Ces moments-là arrivent peut-être 2 ou 3 jours dans l'année. Et il faut savoir que le prix de l'hydrogène dépend du prix de l'électricité et de l'eau. Voilà. Donc si le prix de l'électricité augmente, le prix de l'hydrogène va augmenter. S'il diminue, le prix de l'hydrogène va augmenter. Donc on a donc le stockage interne qui est en fait les réservoirs, en fait, c'est une sorte de réservoir hydrogène qu'on intègre dans les véhicules. Donc on a 4 types de réservoirs. Réservoir de type 1, 2, pour les petites puissances, voilà, applications stationnaires, et puis les réservoirs de type 3 et 4 pour les véhicules. Donc, cette slide-là montre un peu ce qui se passe ailleurs dans l'hydrogène. Donc, on a une carte du monde qui provient des dernières statistiques de l'Agence internationale de l'énergie, des versions vraiment décembre 2021. Donc, c'est très récent. Voilà, qui recense actuellement les projets qui ont été déclarés, qui sont connus d'eux. Et voilà, des projets hydrogène, que ce soit ça mélange conception, étude de faisabilité, opérationnel, phase construction. Donc bleu et vert, ça signifie projet hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable. Et bleu, projet hydrogène produit à partir du CH4. Donc ici on remarque qu'en Chine, en Asie et en Afrique, voilà, l'optique c'est d'aller vraiment dessus de la production verte. Voilà. En Europe, voilà, ils ont voulu, l'Europe de l'Ouest, là, en France, la France. Voilà, l'objectif c'est de développer beaucoup d'hydrogène vert, mais actuellement on produit beaucoup d'hydrogène à partir de, comme par exemple Air Liquide, hein, je produis beaucoup d'hydrogène à partir de l'électricité non verte, voilà. Mais voilà, c'est juste pour avancer dans la production énergétique, mais ils ont des objectifs de pouvoir transformer cette production d'hydrogène non verte là en hydrogène vert. Mais on remarque qu'en Afrique, aujourd'hui on a 5 projets en Afrique du Nord, 2 projets en Afrique du Sud,
Et bon, par la suite, vous verrez qu'on va vous déballer tous les projets. On a fait l'inventaire actuellement de tous les projets d'hydrogène qui sont en train de développer en Afrique. Et la Côte d'Ivoire encore en retard. Donc Philibert m'a dit non, mais c'est pas normal. Ça fait 4 ans que je suis en Côte d'Ivoire. L'hydrogène en train de se passer ailleurs. Mais nous, on est en retard. On va pas attendre l'Europe. Bon, allez, on commence. Donc il a commencé, il a créé voilà, IH2 et puis par la suite, bon, il y a eu pas mal de communication sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et là, je suis tombée dessus, j'ai regardé, j'ai vu, et puis j'ai dit, waouh, mais c'est beau, moi je bosse dans l'hydrogène en Europe. Bon, toujours en Europe, là, en tout moment. mais voilà, le fait de pouvoir boire sur l'hydrogène, mais c'est une très belle idée, c'est un très beau concept. Voilà, moi je vais adhérer, puis je l'ai contacté, on a échangé, et puis ouais, là c'est parti. Franchement, j'ai aimé ce concept de pouvoir ne pas attendre l'Europe. Démarrer déjà en Afrique, sachant qu'on est en train de voir tout ce qui est en train de se passer ailleurs dans d'autres pays d'Afrique et nous on n'est pas. Donc voilà. Donc, ensuite, cette carte-là, c'est une carte qui maintenant spécifie les projets. En blanc sont les projets voilà, en conception, en gris dans chaque continent. Conception, en gris, c'est les projets en étude de faisabilité. En rose, construction et en rouge, opérationnel. Donc on remarque que voilà, en Afrique, on a des projets, on n'a pas encore de trucs opérationnels, mais c'est des phases projets, conception, étude de faisabilité, peut-être phase construction. Puis voilà, on remarque en Europe, Asie, on a un peu tout. Donc on macro reconnaître aussi que les pays asiatiques comme le Japon et la Chine sont les premiers pionniers voilà, du développement de l'hydrogène. Le Japon est le premier pays qui a commercialisé la première voiture à l'hydrogène qui fonctionne bien, qui est la Toyota Mirai. Donc on sera amené à bosser avec eux sur le projet d'hydrogène. Ensuite, cette carte-là recense un petit peu dans les pays, les pays les plus producteurs d'hydrogène. Bon, on voit que les Pays-Bas, par exemple, ils produisent beaucoup d'hydrogène, mais ils produisent d'hydrogène bleu. Ça, c'est pas très intéressant. Donc, par contre, la Chine, l'Inde, Thaïlande, tout ce qui est Asie, sont vraiment dans une thématique de développement. Donc les principaux acteurs internationaux et investisseurs de l'hydrogène. C'est un récapitulatif un peu dit. Quels sont les vrais acteurs? Il y a des gens qui font un peu de trucs à gauche et à droite là. Mais il y a les vrais acteurs qui ont derrière des financements. Donc les équipementiers, donc ta Faurecia, c'est des sociétés qui utilisent les pièces détachées du Japon et de la Chine, qui sont basées en Europe, et puis là ils conçoivent leurs véhicules, quoi. Ils font des tests, des expérimentations, tout ça. Donc ils ont des labos, Plasticonium, Faurecia, c'est des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé. Hein, j'ai mis en service leur centre d'essai de réservoir hydrogène pour véhicules. Voilà. Donc on a... Vous n'applaudissez pas. Donc aussi on a Renault, Renault qui vient juste, Renault qui était vraiment à prendre les prix avec Nissan qui a eu un problème là, économique. Aujourd'hui ils se sont associés à une filiale américaine pour créer l'IVIA. Voilà, donc ils veulent faire un peu comme Faurecia et tout, Plasticonium. Et puis on a Toyota qui reste toujours le premier. Voilà. Et puis, donc en fabricant de stations, donc on a Dynamics, qui est une filiale d'EDF qui est en train de se développer vraiment dans le monde sous l'hydrogène, ils font tout, études, construction, etc. Et puis Total Energy, voilà, qui est en train vraiment de se mettre aussi à fond au Maroc. On a un beau projet là-bas, dans le désert. Et puis on ne sait pas pourquoi ils ont fui la Côte d'Ivoire, on ne sait pas ce qui se passe. Bon. Heureusement que nous on est là, non ou bien? Oui. Ah. Donc en termes d'association hydrogène, donc on a France Hydrogène, Hydrogène Europe, on a l'association africaine de l'hydrogène qui existe, dont France Hydrogène et Hydrogène Europe sont membres, l'association asiatique aussi d'hydrogène, EGA Pacific Hydrogen Association. Et ensemble de recherche, donc on a le CEA, vous connaissez le CEA, non? Le CEA, Commission d'énergie. Centre de énergie. Énergie atomique. Voilà. Commission d'énergie atomique en France. Hein? Et puis, vous ne connaissez pas. Le CEA, c'est un grand centre de recherche, le premier centre de recherche en France,
qui est vraiment connu à l'international. Ils ont commencé, ils commençaient par le nucléaire, et puis après, ils ont voulu se mettre aussi dans tout ce qui est énergie renouvelable, nouvelle. Donc l'Agence internationale de l'énergie, eux, vraiment, ils publient tous les articles sur tout ce qui se passe dans l'énergie. Ils font de grandes études, des comparaisons entre les différentes technologies nouvelles. Et puis ils font des projections à venir d'ici 2050, 2060, 2100, de l'évolution des différents coûts d'électricité, coûts de batterie, coûts de revient d'hydrogène, coûts de revient de méthane. Vraiment, c'est un grand centre de recherche de référence. Aujourd'hui, voilà. Et puis, bon, on a les centres de recherche japonais et chinois. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Oui, il y en a plein d'autres, mais les principaux de référence, c'est ceux-là. Donc voilà, je vais laisser la parole à notre expert ingénieur dans l'hydrogène, qui est très qualifié techniquement, pour vous parler en fait du déploiement de l'hydrogène en Afrique. Ok, donc ici, c'est un peu les projets hydrogène qu'on a révélés en Afrique. Et on voit que, bon, sur toutes les cartes de l'Afrique, quand même, il y a des projets qui ont déjà commencé, ça et là. C'est vrai que la filière hydrogène, c'est une jeune filière en Afrique, mais quand même, il y a quand même des projets qui sont initiés. Donc on voit sur la carte des projets en rouge, qui sont des projets en cours d'étude de faisabilité, en cours de conception. Les projets en orange sont les projets qui ont déjà commencé, les constructions des centrales ont commencé, tout ça. Et les projets qui sont en vert sont les projets qui sont terminés, opérationnels, tout ça. On a deux pays africains qui sont possédés à la Côte d'Ivoire qui voient l'hydrogène. Oui, en Côte d'Ivoire, il y a plus d'hydrogène. Pour l'instant, oui. Donc, et on espère que vous allez créer aussi des sociétés dans l'hydrogène. Voilà, on a besoin de techniciens, de compétences. Ici, on vous parle un peu de l'hydrogène naturel. Donc, quand on lit les articles et puis même ce qu'on nous a appris à l'école, c'est que l'hydrogène ne peut pas se trouver dans la nature comme ça, comme on extrait le pétrole, on extrait le gaz. C'est parce que c'est impossible de trouver de l'hydrogène qui peut forcément l'extraire de l'eau, etc. Mais non, ce n'est pas le cas. Quand même, sur le bloc terrestre, il y a quand même des parties de la planète où on a vu qu'il y avait des émanations d'hydrogène. Et au Mali, ils ont un puits d'hydrogène naturel qui provient du sous-sol et qui est exploité pour produire de l'électricité à travers une centrale thermique qui fonctionne à l'hydrogène. Et on a aussi au Djibouti, donc récemment, il y a eu quand même des découvertes qui ont été faites par des centres de recherche, donc des découvertes d'émanation d'hydrogène et d'hélium. Donc ils sont toujours en train d'étudier pour qualifier les caractéristiques, les quantités, etc. de cet hydrogène qui vient du sous-sol. Et en Afrique du Sud, donc on a dit que l'hydrogène est utilisé pour le stockage de l'électricité. Et on sait que dans les hôpitaux, par exemple, on a besoin d'une couverture électrique sans interruption. Donc les coupures, tout ça, les coupures d'électricité, c'est néfaste pour les hôpitaux. Donc c'est ainsi qu'un hôpital en Afrique du Sud, durant la période de Covid-19, où les besoins des hôpitaux ont augmenté, ils se sont dotés d'un système de pile à combustible qui servait donc un électrolyseur, une pile à combustible, un système d'énergie renouvelable qui produit l'énergie, est stockée et ensuite est transférée aux besoins grâce au pile à combustible. En Guinée-Conakry aussi, il y a un centre de dialyse qui s'est équipé d'une centrale solaire qui produit de l'électricité, qui est stockée et qui est restituée aussi grâce à des piles à combustible en cas de besoin. Et donc, les pays du Maghreb en particulier, c'est plus dans ces pays-là que des projets ont été initiés. En Égypte, il y a pas mal de projets. Et ce qui est intéressant avec l'hydrogène, c'est la production d'ammoniac. Donc, l'ammoniac sert à la fabrication d'engrais chimiques.
Donc l'idée c'est quoi? C'est de produire l'hydrogène avec des sources d'énergie renouvelables, donc de l'hydrogène vert, qui va servir à produire de l'ammoniac, donc qui sera utilisé pour la fabrication d'engrais. Donc c'est ce projet-là qui est partie d'un projet en Égypte. Et pareil en Namibie. Donc il y a pas mal de projets aussi, donc ce sont des centrales solaires. Donc ils vont servir à produire l'électricité. Non, des centrales solaires qui vont servir à produire de l'hydrogène via l'électrolyse. Et une partie de cet hydrogène produit va servir aussi à la fabrication d'ammoniac pour la fabrication d'engrais chimiques. Et en Afrique, si la filière hydrogène doit se développer, si nous voulons avoir des industries hydrogène, il faut qu'il y ait quand même de la ressource humaine, il faut qu'il y ait un capital humain. Donc c'est dans ce cadre que l'Allemagne, le ministère allemand de la recherche et de l'éducation, en collaboration avec Wascal. Wascal, c'est un centre de recherche pour l'environnement, pour les énergies renouvelables et tout ça. Donc, l'Allemagne, en collaboration avec cette université, ces centres de recherche ont fait 60 bourses de master, donc l'année passée. Cette année scolaire, cette année universitaire, donc pour poursuivre des études en master de recherche hydrogène vert. Donc chaque année, je pense même en juin prochain, ils vont encore lancer ce programme de bourse. Donc il y a pas mal d'universités où ces programmes ont commencé, l'université à Dakar, à Niamey, à Accra et à Kokosi. Donc là, on veut vous présenter un peu la vision du mix énergétique. Donc le mix énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des énergies, des sources d'énergie qui constituent... comment tu veux expliquer? Non, on peut intervenir. D'accord. Donc là, on vous présente un peu la vision du mix énergétique en Côte d'Ivoire. Donc, dans la vision du gouvernement, c'est de produire d'ici 2030 42% d'électricité renouvelable. Donc aujourd'hui, nous sommes à 28% avec l'hydraulique, avec les barrages hydroélectriques. Nous sommes à 28%. Et d'ici 2030, le gouvernement va pouvoir atteindre 42% de son mix énergétique. Et le gouvernement va pouvoir aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28%. Et les trois axes de la politique d'énergie renouvelable de la Côte d'Ivoire sont basés sur l'hydroélectricité, la biomasse, le solaire et les... Donc l'idée c'est de développer ces trois sources d'énergie renouvelable pour produire de l'énergie renouvelable, pour produire de l'énergie verte. Et cette énergie verte pourrait être utilisée pour produire de l'hydrogène vert à la source. Bon, je vais rajouter. Est-ce que, comme vous êtes beaucoup à Abidjan, votre filière c'est production et gestion d'énergie. On a commencé au tout début, on vous a pas de présenter. Je pense qu'il y a certains ici qui sont salariés d'entreprise. Vous êtes tous étudiants. Donc c'est production et gestion de l'énergie, c'est ça? Et donc dans cette filière-là, vous faites l'énergie solaire, vous faites le pétrole, vous faites pas de pétrole. Tout ce qui possède l'énergie renouvelable. Vous faites tout. Ah d'accord, biomasse, éolien, solaire, tout ça. Sauf l'hydrogène. Sauf l'hydrogène. Si au niveau de la pratique, vous n'avez pas de notion qui vous donne des cours? Bon, il y a un enseignant qui généralement nous vient du Ghana, qui nous donne ce cours, et puis c'est pareil, c'est aussi. Le cours sur les piles à polystyrène. Uniquement les piles à polystyrène? Non, sur l'hydrogène. Ok, mais c'est surtout, vous faites des exercices, tout ça, les TD, vous faites... Oui. En fait, je me dis, mais on n'a pas encore fait, mais ça dans le programme. Ah, vous n'avez pas encore fait, mais voilà, ça... nous avons vu des projets qui abordaient ces thèmes. D'accord. Ok, mais vous n'avez pas encore eu de cours.
Ah non, Ben oui, il faut bien préciser. Et donc, mais là, ça concerne uniquement l'hydrogène et puis la logistique. C'est là qu'on n'a pas encore eu. Voilà. Énergie renouvelable, tout ça. Sur le vecteur hydrogène, vous n'avez pas encore. Voilà, c'est ça, approfondi. Parce que ce qu'on est en train de vous présenter, c'est un avant-goût. On appelle ça un avant-goût. Maintenant, derrière, on pourrait développer, on pourrait vous proposer des produits de production bien poussés, bien taillés. On a des cours, c'est TD, puis des TD. Et voilà, on permet d'expérimenter les expérimentations sur les linguistiques. Et puis apprendre la maintenance de l'information. Donc, oui, on va aller après. Voilà. Mais voilà, juste ce que je voulais vous dire, bon, c'était pour savoir un peu votre culture. Est-ce que, aujourd'hui, dans votre culture, est-ce qu'il y a déjà des centrales solaires qui sont déjà réalisées en Côte d'Ivoire? Des centrales solaires au sol, de grande puissance. Il y a des projets qui sont en cours, mais réellement, je pense pas que ça va. Voilà. Je sais comment c'est. Ça juste comme c'est des projets en cours qui datent vraiment de 2015. Justement. Voilà, et qui n'ont pas encore vu le jour. On espère que ce taux-là sera atteint d'ici 42% aussi. Vous pouvez mettre en fonction. Oui. Ils nous ont donné des objectifs. Là, même, monsieur, ce que je demandais, c'est 20%. 20% d'ici 2030. Non, ça date de quand? T'es 20%. Attends. Tes 20%, ça sort de quelle source? C'est source, la source. La source de tes 20%. C'était dans un document. Bon, nos sources, c'est Côte d'Ivoire Énergie. C'est les derniers chiffres qui sortent de Côte d'Ivoire Énergie. Oui, je suis étonné. Surtout, il a dit qu'avec les échanges, oui, ça s'améliore. Voilà, pousser les visions exactement. Et donc, nous, on espère qu'ils vont pouvoir exécuter les centrales solaires après qu'on fasse l'hydrogène. Mais ce que aussi, il ne faut pas oublier qu'on peut produire l'hydrogène de différentes façons. Soit on a nos voisins maliens, soit on va utiliser notre biomasse comme là aujourd'hui à Bobo, quoi. C'est là. Oui, voilà. On va produire donc c'était juste cette petite parenthèse. Et puis l'hydroélectricité. Il y a un point qui est intéressant, c'est sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, vous avez entendu parler certainement en Europe de la taxe carbone, de la taxonomie carbone. Donc tout ça, c'est des réglementations qui vont mettre des contraintes aux industriels qui souhaitent exporter et avoir accès à des marchés européens. Dans le marché de l'agriculture, demain, en Côte d'Ivoire, un producteur de cacao ou de matières premières devra rendre des comptes sur ses émissions de carbone. Il y a déjà un marché qui est en cours, mais ça va augmenter de plus en plus. Donc l'opportunité, elle est là aussi. C'est pour ça que le gouvernement ivoirien s'est engagé à ces fins, justement, pour aussi obtenir des crédits pour le développement du pays. C'est pareil, il s'est levé un jour, je me suis dit, on va faire 42%, c'est établi, c'est dans un plan bien défini, justement pour anticiper les évolutions réglementaires. Ça, sur la base de tout projet, de toute évolution technologique, c'est la veille réglementaire et normative. Qui va aussi une stratégie que vous présentez après. Voilà, donc surtout avec l'hydrogène aussi, on aura besoin de vous, voilà, pour travailler tous ensemble sur la réglementation, ça des évolutions à Côte d'Ivoire Énergie. Il y a des gros sujets, la pollution de l'air à Abidjan, c'est une réalité aussi. Voilà. Ça répond à vraiment de multiples besoins qu'on parlera après. Voilà. Puis la Côte d'Ivoire aussi, vous savez mieux que moi, mais c'est déjà un hub énergétique. À l'excédentaire à certaines heures, on va dire, parce qu'il y a des coupures quand même. Mais elle est réputée pour exporter à ses voisins maliens, Sierra Leone. On parlait d'interconnexion, mais ça a des avantages et des inconvénients aujourd'hui, en termes de coût de mise en œuvre, etc. Alors qu'un réseau graille avec ton petit stockage à côté là. Voilà, ça, en termes d'OPEX, donc c'était une petite parenthèse sur tout ça. Voilà, ça c'est le potentiel hydroélectrique d'électricité en Côte d'Ivoire, on va pas s'attarder dessus. Voilà. C'est déjà du stockage. C'est déjà connu, et l'hydroélectrique c'est du stockage d'énergie aussi. Voilà. Sauf qu'il y a quand même un impact sur l'environnement. Quand vous faites un barrage. Par contre, il y a un truc qu'on leur a pas dit. Oui. Hydrogène. Qu'est-ce que ça signifie hydrogène? Le mot hydrogène. Dans hydrogène, ça. Dihydrogène. Ah. Dihydrogène. Oui, il y a d'hydrogène. Mais quelle est la signification pure même de l'hydrogène? Hydro, c'est un mot qui est divisé en deux. Hydro et génium.
Et hydro, ça signifie quoi? Eau. Génium signifie. Hein? On peut parler? Non, en fait, ça signifie provient de. C'est en latin. Voilà, la genèse de l'eau. Donc, c'est ça l'hydrogène. Donc, on n'a pas parlé d'historique, comment ça a commencé juste là, mais on pourra en approfondir dans nos modules de formation. Vous voyez, c'est très intéressant, très passionnant. Et vous serez inspiré de ça, de toutes les anciennes innovations. En fait, ils ont commencé depuis un moment, c'est une ancienne technologie. Et puis après, quand il y a eu le pétrole, ils ont abandonné. Voilà. Et puis là, on se rend compte qu'on a des problèmes climatiques. Donc on revient dans nos anciennes recherches, puis on va connaître un produit simple, un produit non nocif, et d'où la réactualisation de cet hydrogène, et puis l'invention de Toyota, la commercialisation du premier véhicule de Google. C'est des choses qu'on va voir vraiment en profondeur. On a de très très beaux modules, bien détaillés. Tout l'historique de l'hydrogène, il y a une petite anecdote par exemple, à l'Expo universelle en 1901 à Paris. Voilà. Il faut savoir que Paris était déjà éclairé à l'hydrogène. Voilà, donc ils utilisaient le procédé de gazogène. On utilise la houille et on extrait les différents syngases qui sont dedans. Donc, déjà, en 1900, on utilisait l'hydrogène. Il y avait des voitures qui fonctionnaient à la gazogène. C'est-à-dire qu'avec la houille, on extrait l'hydrogène de la houille. Bon, c'est un procédé qui émet énormément de CO2, mais ça existait déjà. On ne va pas réinventer la houille, c'est des technologies qui sont déjà éprouvées depuis longtemps, mais comme l'a dit Mme Camara, il y a des choix technologiques et économiques qui ont été faits. Et environnementaux. Et aujourd'hui qui ont un impact sur le quotidien. Là, juste le slide, c'est par rapport au barrage qui est en Côte d'Ivoire. Donc, on voit qu'il y a une très dans forte l'hydro, il capacité. existe aussi, il y a hydro. Donc l'eau, c'est vraiment une source. C'est-à-dire que même le corps humain a besoin d'eau. C'est vraiment la source principale, la source de vie. Donc ça, il y a des projets. Il faut savoir que le premier écosystème hydrogène en Suisse, c'est la société Hyundai et aussi la société Virgin Servor. Ils ont réutilisé un barrage qui n'avait plus trop de puissance hydroélectrique. Et ils ont branché un électrolyseur dessus pour produire de l'hydrogène vert et alimenter des flottes de camions de la Suisse. C'est toujours le top niveau. Mais c'est ça l'intérêt, c'est que c'est une énergie pilotable, le barrage. Voilà, c'est déjà un stockage. Mais voilà, après il y a des impacts sur l'environnement aussi. Donc la Côte d'Ivoire a quand même un fort potentiel. Mais il y a vos voisins guinéens, qu'on appelle les Châteaux d'Afrique, qui a un immense potentiel encore moins exploité, mais c'est une source très intéressante. Il y a des projets au Congo aussi qui sont à l'étude justement de brancher des électrolyseurs sur des barrages pour produire de l'hydrogène. Et pourquoi pas l'utiliser directement sur des sites miniers, isolés, etc. Kinshasa, RDC. Congo des hommes. Voilà. Moi j'appelle Congo. Voilà, après là c'est quoi? C'est la liste des projets en cours, des projets, mais aujourd'hui on voulait faire un panel de toutes les ressources énergétiques de la Côte d'Ivoire pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire de cette énergie, comment l'utiliser. Voilà. Voilà, on sait que c'est le slide d'après qui est intéressant. Donc on voit ça ici. Voilà, c'est la carte d'irradiation de la Côte d'Ivoire. On sait qu'au sud, au nord il fait plus chaud. Mais, voilà. On va parler sinon moi. Il va pas s'arrêter. Au nord du pays. Trop parler. Bon, on va parler du pays, c'est plus le nord du pays qui a un fort potentiel. Donc, en fait, l'irradiation journalière moyenne, donc le degré d'ensoleillement, c'est d'environ 5,5 kWh par mètre cube par jour. Donc là, on a fait une comparaison avec. Tout par mètre carré. Par jour. Et on a fait une comparaison avec les pays à fort potentiel solaire. Donc les pays à fort potentiel solaire, les pays qui sont les plus propices à l'énergie photovoltaïque. Donc c'est le Mali, la Tunisie, le Maroc. Donc on voit quand même que l'irradiation journalière moyenne de la Côte d'Ivoire voisine quand même celle de ces pays-là. La Côte d'Ivoire quand même un potentiel serait intéressant qu'on peut exploiter pour produire de l'électricité verte, donc de l'hydrogène vert. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quasiment 2 fois plus de potentiel solaire en Côte d'Ivoire. Quand vous ouvrez la tête comme ici, il n'y a aucun panneau alors que la ressource est disponible en abondance. Mais la technologie, même à titre individuel, n'est pas du tout développée. Ça c'est la partie réglementaire aussi.
C'est ça. Oui, il y a la réglementation. C'est un fait que nous ne produisons pas en eau soleil ici. Sinon, dans certains villages, on a permettu que je vous en parle parce que nous avons un projet avec une équipe allemande et cela nous a permis de visiter pas mal de villages. Et nous avons vu que dans ces villages, ils utilisent quand même des panneaux solaires. Et quand la question, le tout est que généralement le prix est pour élevé. Et ce qui fait que déjà il y a une réticence. Donc je pense que si le côté coût est revu, je pense que ça pourra relancer. Très bien, belle vision. Applaudissez-le. Ah, Joseph. Oh, c'est le nom de Joseph. Par rapport au contrat, je veux pas surtout réfléchir par rapport au taux de retour sur l'investissement. Je pense que c'est dans ce sens qu'on va. Voilà, après, oui, il y a le retour, il y a le retour sur l'investissement de beaucoup. Et puis les revenus. En fait, je vais faire la différence. Si vous êtes loin d'un réseau interconnecté, c'est sûr qu'en termes d'infrastructure et de coût de mise en œuvre, plus on s'éloigne du réseau, plus c'est intéressant de passer sur des solutions au rail, solaires, liées avec de l'hydrogène pour le stockage. C'est ça qui va faire la différence. Et ça crée des écosystèmes locaux. Parce que le réseau interconnecté, je vais dire que j'en sais rien. Moi, ici, il y a le barrage qui est là, mais c'est-à-dire que tout vient de la centrale d'Azito. Voilà, ça a des contraintes aussi. Donc, on se développe plus aujourd'hui vers en tout cas sur le continent africain pour les zones rurales, sur des voilà, demain, vous pouvez imaginer votre maison connectée à l'hydrogène, à Internet satellite, et vous êtes connecté à aucun concessionnaire. C'est autonome. Aujourd'hui, pour aider, voilà, il y a des investissements, des subventions d'organismes internationaux. Comment aider cette fonction pour réduire, optimiser le retour sur investissement et puis mais avec la recherche et le développement, on a vu comme cerveau, voilà, pour devenir des docteurs et des grands chercheurs pour améliorer aussi la technologie. Mais comme il a dit, on n'a pas chez nous, dans notre sous-région africaine, un endroit où on produit des panneaux. Donc c'est vraiment une panne pour nous à chaque fois d'aller acheter toujours en Chine. Voilà. Mais au Sénégal, bon, le Sénégal est en train de vous dénoncer. Hein. Le Sénégal est en train de construire avec tout le néo là. Du projet de l'agriculture, de la transformation agricole. Et ces chiffres-là sont des chiffres qui concernent la production du café, cacao, de l'EVA, du bois. Donc imaginons du sucre aussi, tout ça, mais imaginez les autres cultures. Donc c'est-à-dire que le potentiel de biomasse en Côte d'Ivoire est élevé, puisque par rapport à ce chiffre qui est donné là. Donc quand même, surtout, on voit qu'à l'ouest du pays, il y a un fort potentiel en production de biomasse qu'on peut exploiter pour produire l'énergie verte, l'hydrogène vert. On a ça à vous. Donc ça, c'est un peu les projets en cours. Hein. Donc on espère que ces projets-là vont voir le jour. Donc les projets dans le cadre de l'hydraulique, du solaire, de la biomasse. Mais quand même, je pense que ce projet, on va voir le projet de BioEva, il sera de produire l'électricité à partir des résidus de panier à huile. Et bon, on a vu récemment qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé pour la construction d'une centrale solaire sur le fleuve Bordamont à Kosso, une centrale solaire flottante. Donc on espère que tous ces projets aussi verront le jour. Donc ça c'est l'évolution du réseau électrique projetée par Côte d'Ivoire Énergie. Ligne à haute tension, moyenne tension, basse tension. Et plus on aura un très beau réseau, plus on aura une grande capacité d'énergie renouvelable. Et plus aussi, il nous faut aussi du stockage, bien sûr, pour gérer l'offre et la demande. Mais voilà, c'est pour montrer aussi que oui, l'État est en train de se fixer aussi des objectifs pour améliorer notre réseau, pour pouvoir répondre aussi à leurs objectifs d'augmentation de la production renouvelable, réduction de l'émission CO2, et puis aussi développer des solutions d'intermittent des ENR, puisqu'on va aller vers une production décentralisée. Donc il va falloir gérer l'offre et la demande de manière à ce qu'on
coupure de courant. Voilà. Les projets ENR. Mais c'est déjà répertorié. C'est juste que, bon, comme il a dit, il faut que l'État donne cette autorisation, il faut que les investissements soient bouclés. Et puis, il faut qu'on ait toutes les ressources pour lancer une première pierre un jour. On peut entendre un jour qu'on a lancé la première pierre de centrale solaire, je ne sais pas, pour le jour, mais c'est... Donc voilà, via cette vision de mix énergétique, on pourra, si c'est à temps, on pourra exploiter la production. Bon, on a déjà l'hydroélectricité, mais ça ne suffit pas, ça permet d'alimenter une partie du pays. Et puis oui, on a une interconnexion, mais ce n'est pas toutes les parties du pays qui sont alimentées. Et puis voilà, aujourd'hui, on a des coupures de courant même dans Abidjan. Oui, le manque d'eau aussi. Oui, et puis même manque d'eau. Il y a un grand besoin, il y a un truc qui se passe. Ils prennent l'argent là, ils prennent les engagements et puis ça essaye pour acheter des Jaguars. Hein? Oh, écoutez-moi bien. La vidéo va pas. Ils devraient acheter des voitures hydrogène. Pourquoi acheter des voitures hydrogène? Pour montrer aussi le bon exemple de la nouvelle génération. Ça va commencer par les ministres. Pas des voitures hydrogène parce que hydrogène, électrique, GLB. J'appelle le gouvernement. Stéphane, il nous a donné qui a animé la conférence, il disait pour avancer sur les projets solaires et puis développer de l'hydrogène via le stockage et nos applications industrielles. À travers notre présentation, vous allez voir les l'électrique via les usages. véhicules. Il y a les détracteurs, les promoteurs, l'exploitation du gaz naturel. Il n'y a pas dans le mix énergétique, dans la transition énergétique, ce qui va faire la réussite de ça, c'est la diversité des sources. Donc pour chaque usage, voilà. Mais là, je vais vous présenter. Maintenant, on va vous présenter le vif du sujet. Action. Voilà. IH2. Voilà. Donc, merci pour la transition, Camara. Donc après ce bref exposé, des brèves généralités sur l'hydrogène et sur les capacités de production et les projets de production énergétique UNR en Côte d'Ivoire, on va vous présenter plus la structure, ce qu'on fait et notre vision à court terme et comment on compte faire pour arriver à nos fins. Donc, je vais vous présenter la carte stratégique et un peu l'organisation de la structure. Donc Ivoire Hydrogène, c'est comme je vous l'ai dit au début, c'est une structure, c'est une société par action simplifiée de droit ivoirienne qui a été créée en septembre 2021. Donc nous sommes membres de l'AHP. L'AHP, c'est l'African Hydrogen Partnership, c'est une association panafricaine qui a pour vocation de promouvoir l'hydrogène en Afrique. Donc le siège est basé à Maurice, mais vous avez différents acteurs qui font partie, dont Hydroma, la société malienne qui exploite le gisement à Ouarekebubu. Petite anecdote, on s'est rendu justement au mois de décembre au Mali pour rencontrer les différents acteurs de la filière. Vous avez Hydrogène de France, vous avez des groupes miniers aussi, donc vous avez Europe Hydrogène qui est dedans. Donc nous on a un peu la petite souris au milieu des éléphants. Mais la petite souris, ça lui permet d'être plus agile et d'être plus disruptif par rapport au modèle établi des grosses majors qui sont là et qui ne sont pas forcément en termes de prise de décision, d'innovation, en termes d'organisation aussi agiles que nous. Donc c'était pour ça, pour nous, c'était un souhait vraiment de s'engager auprès d'autres entreprises sur le développement d'hydrogène. Et du coup, ça nous permet d'avoir aussi un support pour nous accompagner sur le développement de la filière qui va se faire au moyen long terme. On sait que ce n'est pas demain qu'il y aura des voitures hydrogènes en Côte d'Ivoire, mais il faut bien un pionnier, quelqu'un qui commence à développer le sujet, à discuter avec le monde universitaire, avec les administrations, pour construire demain. Chacun à sa place. Nous, on a la chance d'être les premiers, on porte le flambeau, et c'est aussi notre mission de venir vers vous et de vous parler du potentiel de ce secteur, qui, vous allez voir, va arriver plus vite qu'on ne le croit. Donc nos missions, avant tout, comme je l'ai dit, c'est démocratiser l'usage de l'hydrogène dans la mobilité, la construction, l'industrie, l'énergie du continent africain, développer des projets d'hydrogène ENR, donc accompagner des structures qui souhaitent réfléchir sur des solutions de stockage alternatives. Parce que c'est bien beau, les batteries, c'est un beau rendement, mais si on regarde l'analyse du cycle de vie de la batterie, vous allez prendre des minerais au Congo, que vous allez envoyer en Chine, que vous allez ramener ici,
Après, pour le recyclage, on ne sait pas quoi en faire. Si on regarde le bilan CO2 et tout l'impact qu'il y a dessus, c'est pas forcément intéressant. Par contre, si vous avez un électrolyseur et de quoi stocker sur votre terrain, l'énergie est stockée tout de suite. Et en termes de durabilité et de qualité de stockage, c'est quelque chose de plus intéressant. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'hydrogène, c'est l'offre premium, c'est le top. Mais bon, je ne connais pas beaucoup de carburants aujourd'hui, quand vous brûlez, qui crachent de l'eau, et de l'oxygène. Voilà. Donc, nous, notre objectif, notre mission, c'est de contribuer à la mise en place d'un écosystème hydrogène sur le continent. Donc, on commence localement avec les métropoles, les villes, après avec les pays voisins, pour vraiment participer à l'événement de cette filière qui est pour l'instant existante. Hein. On peut reprendre un peu ce qui s'est passé pour le modèle de la télécommunication. Vous voyez, il y a 20 ans en Afrique, la couverture de réseau téléphonique. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde a la 4G. C'est ce qui va se passer aussi pour l'énergie. Un autre point aussi qui nous a intéressé pour le développement de cette structure, c'est la réglementation, comme je vous le disais. Donc, de plus en plus, les entreprises sont soumises à des contraintes environnementales. Donc, nous, c'est de les accompagner sur leur management énergétique, leur proposer des plans d'action et des solutions technologiques sur lesquelles on peut les accompagner en termes d'ingénierie, etc. Et comme l'énergie va être de plus en plus chère, il va falloir la stocker. Et l'hydrogène, même si c'est aujourd'hui l'offre premium, elle va se démocratiser, se vulgariser dans les 10 ans à venir. Voilà un petit peu. Donc au-delà de ça aussi, comme on est sur un marché aujourd'hui nouveau, comme nos valeurs et notre ADN, il faut qu'elles soient fortes pour rassurer les gens qui nous parlent, les investisseurs. Nous, on a axé notre stratégie sur des objectifs de développement durable. Vous voyez certainement beaucoup d'organisations qui mettent en avant ces objectifs de développement durable, mais nous, on a adhéré totalement au projet, c'est-à-dire qu'on est engagement à signer un plan de RSE à communiquer chaque année sur nos actions. Et très prochainement, on va communiquer là-dessus. On est vraiment un membre à part entière de l'organisation. Donc on a appuyé notre stratégie sur 5 axes de développement durable, ce qui nous permet en termes aussi de reconnaissance vis-à-vis des organismes bancaires. Vous avez certainement entendu parler de finances durables, ESG, en termes de compliance. C'est des critères aujourd'hui qui font foi. Si au début, à la création de la structure, on avait déjà ces principes-là, ça va nous aider dans le développement durable de la structure. Ça, comme je vous le disais, on s'est appuyé sur 5 objectifs de développement sur 3 axes principaux. Donc le premier, c'est qui s'appuie sur l'objectif 4, l'éducation de qualité, c'est de former la société ivoirienne à l'hydrogène. Donc aujourd'hui, vous avez quelques modules de formation, très peu de gens, je pense, connaissent ce vecteur. Et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc nous, vraiment dans l'ADN de notre structure, notre volonté c'est de promouvoir ce vecteur auprès d'un public universitaire, au sein d'un public scolaire, au sein des administrations, parler du vecteur de notre projet pour montrer le potentiel que ça a en termes de développement économique, social et environnemental. Donc l'action 1, c'est organiser des journées dédiées à l'hydrogène dans les universités africaines. Il faut savoir qu'on est déjà intervenu dans une université au Maroc. Avant-hier, on était à l'UPHB Antenne d'Abidjan, le programme Aide. On était à Nangui Abobo hier. Donc l'idée, c'est vraiment de fédérer les différents acteurs et les différentes parties intéressées. C'est vraiment important autour de cette question. C'est sûr qu'on n'a pas vocation à être Total, RMSki ou le Bouchel, mais on a aussi un rôle à jouer à notre niveau. Et on commence par ce qu'on peut faire, c'est-à-dire discuter avec les gens, promouvoir le vecteur. Ensuite, l'action 2, c'est créer des modules de sensibilisation, formation interactive dédiés à la promotion de l'hydrogène en Afrique. L'idée, c'est de créer une plateforme qui permet à tout à chacun d'avoir accès à des informations de qualité sur l'hydrogène, sur comment fabriquer, les risques liés à l'utilisation de l'hydrogène. Voilà, donc il y a des plateformes de ce type qui existent déjà, hein, vous avez sur France Hydrogène, qui est plus dédié au continent avec peu par des gens. Et enfin, l'action 3, ce serait organiser un salon virtuel dédié à l'hydrogène en Afrique de l'Ouest. Donc là, on fait des interventions, on va en faire d'autres. L'idée, là, c'est de créer un webinaire, un salon avec des décideurs énergétiques, politiques, industriels,
universitaire autour de la thématique hydrogène en Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a quand même des initiatives qui commencent à être faites, ne serait-ce que celles du Mali qui sont les pionniers réellement dans la production. Et à nous, il y a d'autres pays qui commencent aussi à se poser des questions sur l'opportunité économique de ce vecteur. Ensuite, l'axe 2, c'est faire adhérer les communautés à l'hydrogène. Donc là, ce serait, à la suite de ces 3 premières actions, ce serait organiser un salon dédié à l'hydrogène et aux énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Donc comme vous le savez tous, il y a le parc des expositions qui est en construction, qui sera livré en 2023, donc qui sera disponible pour faire des beaux événements. Donc l'idée, nous, c'est d'organiser un salon où l'ensemble des acteurs du monde de l'énergie renouvelable puissent participer et faire la promotion de la technologie. L'hydrogène étant le premium, mais il y a tout un écosystème derrière qui existe, que ce soit sur le solaire, l'hydroélectrique, sur l'éolien, la biomasse. Donc peut-être que vous avez entendu parler de l'association Lighton, on vous parle, peut-être que vous avez participé au salon en septembre. Et voilà, c'est une très bonne initiative et l'idée c'est de se rapprocher aussi déjà des acteurs qui sont là pour trouver des synergies et avancer ensemble là-dessus, pour faire la promotion de l'hydrogène dans la société. Et enfin, là, vraiment, c'est le titre du sujet. Non, mais ça, pour l'instant, ils n'ont pas vu. Ils ne vont pas savoir. Ah oui, très bien, oui, tu es un peu pédagogique. Donc, nous, la finalité de tout ça, de ce projet IH2 CAP 2023, qui est notre plan d'action RSE, c'est de faire fonctionner des équipements H2 durant la canne. Le but étant de favoriser l'intégration des solutions décarbonées dans l'organisation de grands événements. Savoir que ça peut y avoir du faux qui ici, des boîtiers ou d'autres, on n'a pas forcément intégré des paramètres de développement durable. Vous avez des mètres carrés de toiture, vous avez des traitements d'eau qui n'est pas forcément bien décrit. L'idée, c'est de sensibiliser la CAP et d'autres organisations sur la nécessité d'intégrer des paramètres de développement durable dans le développement de leurs infrastructures. Ne serait-ce qu'en termes d'exploitation, ça va permettre, pourquoi pas, faire des recettes et diminuer le coût d'exploitation du stade. C'est des exemples. On parlait du Sénégal. Le Sénégal vient de faire un nouveau stade. Ils ont fait des éoliennes solaires sur leur parking. Donc ils ont vraiment intégré ça dans leur développement économique. Donc ça, c'est vraiment l'idée à travers ça de pouvoir montrer Il y a 24 pays qui ont participé à la CAN, de dire, voilà, en Côte d'Ivoire, il y a des entreprises qui se bougent, des jeunes, issus de la diaspora, issus des pays d'Afrique, qui veulent faire bouger les choses, les nationaux, qui veulent faire bouger les choses, et c'est possible. Voilà. Ensuite, c'est mettre en œuvre les dernières innovations énergétiques disponibles afin de favoriser l'accès à une énergie propre et l'émergence d'une filière durable. Donc ça, c'est à travers le démonstrateur qu'on va parler juste après. Et enfin, le dernier point, c'est l'installation et la mise en service d'une station multi-énergie. Il y a l'hydrogène, il y a plein d'autres filières. Nous, on n'a pas vocation à être au-dessus de tout. Non, au contraire, c'est en mutualisant nos forces qu'on va arriver à quelque chose d'intéressant. Le mix énergétique, c'est un mix. Les solutions, c'est par rapport au territoire où vous habitez. Les cartes d'avant, vous bien montrées. Vous êtes dans le nord, c'est du solaire. Vous êtes à l'ouest, c'est de la biomasse. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc il y a déjà des initiatives sur le biocarburant en Côte d'Ivoire, à base de manioc et d'autres. GNV, ça commence aussi. Bande de recharge, il y en a aussi. Donc l'idée, c'est de faire un salon. On pourrait justement faire la promotion de toutes ces technologies. Et bien sûr, l'hydrogène qui serait l'offre premium et qui pourrait montrer à l'ensemble des délégations africaines qui se rendent sur place que l'hydrogène a sa place ici. Et qu'en parlant aussi, c'est comme ça que ça va peut-être trouver des innovations sur le développement. Donc voilà un peu sur la vision du projet. Ça, c'est vraiment à court terme. Nous, à moyen long terme, notre volonté, c'est de produire de l'hydrogène et de distribuer. Vous allez me dire aujourd'hui, qui consomme de l'hydrogène en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez un peu? Vous connaissez des gens qui consomment de l'hydrogène? Mais il y en a. Vous cherchez un peu, mais il y en a. Un petit peu qui en produisent. Air liquide, par contre, eux, ils importent ici. Mais vous avez la cire qui produit de l'hydrogène à partir des process de raffinage, bateau au formage, du méthane. Vous avez des utilisateurs, c'est anecdotique, mais ça représente quand même une consommation. Pour tout ce qui est station météorologique, l'organisme qui gère la météo en Côte d'Ivoire, c'est là. Comment ça s'appelle? Ce qui gère
chose avec ça, ils utilisent des ballons qui marchent à l'hydrogène pour aller faire des remontées de pression. Il y avait dans le médical aussi. Voilà, ça représente, ça va représenter 1 tonne par an. C'est vraiment... 0,002%. Voilà, mais là, vraiment, il y a un vrai levier économique, parce que c'est bien pour ça qu'on a développé notre activité. On parlait tout à l'heure de l'agriculture. L'agriculture, ça représente une grande partie du PIB de la Côte d'Ivoire. Mais du coup, la Côte d'Ivoire, elle est fortement dépendante aussi des importations d'engrais. Aujourd'hui, à peu près 20% des importations globales de la Côte d'Ivoire sont des engrais. C'est vraiment stratégique pour l'économie ivoirienne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de l'ammoniac. De l'ammoniac produit issu de NR. Donc, ça peut très bien de la biomasse. Du solaire, de l'hydroélectrique, tout ce panel-là, et répondre directement à des besoins locaux. Vous imaginez un peu, là les engrais ils viennent du Maroc, ils viennent un peu du monde entier. Là, si vous produisez des engrais localement, vous répondez à une demande locale. C'est quasiment, comme on veut dire, c'est consommer durable, c'est consommer local. Donc, vous avez créé une filière locale, créer des emplois locaux et durables. Et vous n'êtes plus dépendant d'autres pays. Donc il y a vraiment des leviers là-dessus sur l'hydrogène. La mobilité, c'est pour démontrer que ça fonctionne. Peut-être qu'un ministre demain va s'engager, il va remplacer son D8 par une voiture hydrogène. C'est une même fille, mais ce serait un très beau geste pour dire que je m'engage aussi sur... Voilà. Donc ça, c'est vraiment un levier sur lequel on va travailler par la suite, après le projet IAG 2023, et qui répond à un besoin local. Donc il y a vraiment des quantités astronomiques d'intrants et de terres qui sont apportées. Donc ça, c'est vraiment le levier sur lequel on va se baser. Donc voilà un petit peu sur la vision. Et pour le... Vous allez vous dire aussi, je vais l'aborder tout de suite, c'est très bien, mais comment vous allez faire pour payer tout ça? C'est une question, non? Généralement, un démonstrateur, comment c'est financé? Ça tombe du ciel comme ça? Non? Des cadeaux? C'est Boissy, comme on dit là. Boissou. Non, aujourd'hui, il y a l'Europe. Il faut savoir qu'il y a l'Europe qui est très très engagée sur l'hydrogène, et notamment l'Allemagne. Mais nous, aujourd'hui, il y a un fonds qui est disponible, qui s'appelle le Fonds Europe Horizon, qui a mis une enveloppe de 150 millions d'euros disponible pour le développement de projets d'hydrogène en Afrique. Et nous, notre projet, justement, c'est de pouvoir faire de la sensibilisation et en même temps faire une étude d'acceptabilité de l'hydrogène sur les populations africaines. Donc le démonstrateur permettra en parallèle de faire une étude d'acceptabilité sur les 24 nations africaines qui sont sur place. Donc ça permettra d'avoir un bon échantillonnage pour bien connaître les attentes et les connaissances des futurs consommateurs. Parce que c'est tout ça l'enjeu aussi, c'est de comprendre. Est-ce que les gens savent ce que c'est et quel est le potentiel réel? Est-ce que les gens vont l'accepter? Donc c'est des choses qui sont faites, ce qui a été fait comme toute nouvelle technologie, c'est ce qui se fait. Donc ce fonds travaille dessus et il nous permettra de financer un démonstrateur. Aujourd'hui, on a envisagé 3 scénarios. Le A, c'est un groupe électrogène-hydrogène. Comme le disait Kayet tout à l'heure, c'est déjà des technologies qui sont déjà en phase industrielle. Vous avez peut-être entendu parler des EDEV. Les EDEV, ils ont éclairé la Tour Eiffel avec un groupe électrogène-hydrogène. C'est eux qui ont la Fondation Énergie Observer, vous avez le système H26. Donc ça, c'est les équipements qui existent déjà. On est en mesure d'implanter, de faire fonctionner. L'idée, ce serait d'alimenter une fan zone. Vous voyez ce que c'est une fan zone? Pendant les compétitions sportives, ceux qui ne sont pas au stade, une zone de maquis avec des écrans géants du fond. Et ça pourrait démontrer que oui, un groupe fonctionne. Ensuite, il y a un énorme potentiel aussi, c'est le rétrofit. Est-ce que ça vous parle, le rétrofit? Non? Ça, c'est vraiment un super levier. Le rétrofit, c'est garder, c'est changer la motorisation d'un véhicule. Donc il y a 2 possibilités. Soit vous remplacez le moteur thermique diesel par un système de pile à combustible, ou soit vous adaptez un kit dessus qui permet de consommer l'hydrogène en combustion. Donc ça, aujourd'hui, c'est des technologies que Toyota est en mesure de mettre en place, mais ça a bien plus de sens d'utiliser une voiture qui tourne déjà depuis 30 ans, par exemple, un vieux taxi Toyota et de mettre un moteur adapté, plutôt que de racheter un véhicule tous les 3 ans, sachant que les véhicules sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds, il y a de plus en plus d'électronique, donc on peut de moins en moins faire
regardez un peu le cycle de vie des nouveaux véhicules, c'est très court. Donc ça, c'est une réelle opportunité, notamment sur tout ce qui est transport lourd, ce qui permettrait déjà d'avoir, si vous avez une flotte de camions pas trop anciens, de convertir directement à l'hydrogène, au méthode plastique. Donc ça, c'est le scénario B. Et enfin, le scénario C, c'est le A plus le B, plus un électrolyseur de démonstration. On a trouvé une petite surface solaire pour produire de l'hydrogène et alimenter ces équipements et démontrer à l'ensemble de nos invités pour la canne que oui, en Côte d'Ivoire, on va gagner la canne, mais en plus, on est déjà premier sur l'hydrogène dans l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà un petit peu la vision, comment ça se développe. Donc il faut commencer par des choses simples parce que c'est aussi un projet entrepreneurial. On est salarié entrepreneur, moi je travaille aussi dans l'industrie en Côte d'Ivoire, peut-être que je travaille en France. Donc c'est aussi un modèle organisationnel. Voilà, donc c'est aussi intéressant de travailler ça là-dessus. On travaille avec des gens aux quatre coins du monde qui a dit. Voilà, donc il faut travailler de façon agile. Et là, il y a c'est très productif. Et là, les vrais leviers aussi, c'est. Bon, M. Kitchen nous a un peu aidé là-dedans parce que les prix des hydrocarbures ne font qu'augmenter. Donc forcément, ça devient intéressant le prix de l'hydrogène vert est quasiment en dessous du prix de l'hydrogène gris aujourd'hui. Donc c'est des choses qui accélèrent le développement. Et comme je vous parlais tout à l'heure, la taxonomie carbone qui va se mettre en place en Europe, ça va créer un marché avec des frontières environnementales. Si vous ne savez pas, il y a les certificats hydrogène. Les certificats hydrogène qui permettent d'avoir des revenus supplémentaires. Voilà, donc tout ça, c'est des choses, peut-être ça semble un peu lointain pour vous, mais c'est des choses qui sont des réalités. Aujourd'hui, vous avez une compagnie minière en Afrique du Sud, Anglo-Gold, qui fait partie de l'HP d'ailleurs, qui fait tourner des gros moteurs là, à l'hydrogène. Ouais, donc tous ces acteurs qui produisent énormément de CO2 sont déjà en train de passer le cap de la transition énergétique. Voilà, donc ceux qui vont anticiper tout ça, quand la réglementation est passée, vont continuer. Par contre, les petits qui ne se mettent pas aux normes, ils vont périr. C'est tout l'enjeu. Gagner de la revenu avec la tonne carbone, c'est l'économie qu'on fait en passant du système fossile à un système renouvelable. Voilà. Il y a aussi une opportunité réglementaire en Côte d'Ivoire. En 2023, toutes les entreprises qui consomment plus de 1500 tonnes d'équivalent pétrole seront soumises à l'audit énergétique. Mais c'est ça cette démarche-là. Parce qu'on va faire l'état des lieux de notre consommation. Voilà, ok, voici les solutions qui sont en place, solaire, hydrogène, optimisation énergétique. Et on pourra les accompagner justement à la recherche de subventions. Parce que généralement, pour développer des projets innovants comme ça, pour absorber le surcoût technologique d'une installation, c'est la subvention de l'outil. Voilà un petit peu sur voir hydrogène, nos visions. Voilà, merci pour votre attention. On est 1h25. L'idée c'est d'interagir avec vous, d'avoir un peu votre retour vous en tant qu'étudiant ivoirien. Comment vous percevez ces technologies, quelles sont vos attentes, les questions les plus secondes, on est là pour y répondre avec grand plaisir. Ça nous fait plaisir de pouvoir discuter avec vous jeunes, de voir un peu comment vous percevez la chose. Est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est un délire ou est-ce que c'est réalisable? Parce que là vous avez vu, il y a toute l'équipe qui travaille aussi derrière, voilà, on ne peut pas en faire c'est un avant-goût. C'est un avant-goût et puis c'est aussi c'est aussi un exercice pour nous pour voir comment les jeunes peuvent faire ça. Donc à vos questions. Question. WhatsApp. Ils pensent déjà au week-end. C'est ça. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de une projet pour alimenter les gros camions. Oui, rétrofit. Oui. De toute façon, il y a un cycle qui se pose, c'est l'approvisionnement. Tout à fait. Parce que tout à l'heure, vous n'avez pas, actuellement ici, il n'y a pas de station de production d'hydrogène. Donc à ce niveau-là, comment régler cela dans l'immédiat? Parce que vous avez besoin de fonds. Si c'est réellement le projet est acté. Non, le but, là on travaille sur le dossier de financement justement pour les différents niveaux, scénario A, B, C. Donc en fonction, si on arrive au B, dans l'électrolyseur, il y a aussi une station de distribution. Donc nous, c'est pas notre spécialité dans le développement énergétique, la promotion,
énergétique, on n'est pas dans le process. Tu as parlé des scénarios ABC. Oui, ABC, oui c'est ça. Mais nous par contre on n'est pas là, on n'est pas des producteurs d'équipements. Ça c'est tous ces équipements, ils sont disponibles sur le marché, il y en a de plus en plus. Justement, donc nous on a déjà fait un sourcing sur pas mal d'équipements. Non, le groupe électrogène là après c'est des racks de bouteilles que vous branchez dessus. Hein. Ça en termes techniques c'est pas. Vous voyez les grandes bonbonnes d'hydrogène là, c'est ça en fait. C'est des choses qui existent déjà. Donc, après, il y a les formules de Toyota avec la bombe de pneus, avec le. Oui, aujourd'hui, il y a un modèle économique qui se développe de plus en plus. C'est en fait, vous allez louer la voiture, vous allez dans le package, vous allez payer, je sais pas, votre loyer, il y aura le carburant qui est compris dedans, l'assurance, mais ce sont des flottes captives en fait. Imaginez c'est la Sotra à Abidjan, ça va complètement, il roule déjà au gaz, mais des flottes captives comme ça, c'est ça aujourd'hui la cible. C'est les gros consommateurs, les gros émetteurs de CO2, où on peut faire du volume. Eux, même en termes de maintenance, c'est plus intéressant. Et on travaillera aussi avec nos Oui, eux, s'ils peuvent nous livrer de l'hydrogène naturel pendant la canne, ils vont couper l'herbe sous le pied de tout le monde, parce que tout le monde parle de l'hydrogène vert, etc. Mais encore faut-il avoir les structures de production. Bon, il y a les barrages ici, mais du solaire, il y en a très peu, alors qu'il y a un très potentiel. Il ne faut jamais compter sur le gouvernement. Après, s'il veut faire un geste, il n'y a pas de souci. Nous, on donne juste de l'espace. Nous, on bloque. Mais voilà, ça ajoute des fonds. Donc voilà un peu pour le rétrofit, mais après, il y a pas mal. Je vous inviterai à suivre notre page. Vous avez vu, il y a Hydrogène Europe et Hydrogène France qui sont membres de l'AHP. Donc, il y aura un travail qui sera fait au sein de l'AHP pour mettre en place des fonds d'investissement qui puissent être déployés dans chaque pays selon les typologies de projets, que ce soit R&D ou bien projet appliqué station. Donc, et nous, on est membre VIP de l'AHP. Donc, on sera. Voilà, on va bénéficier en premier. Tout ça, non, puis comme on est là, comme je dis, c'est une page blanche, donc on peut amener vraiment de pierre à l'édifice, c'est pas comme si tout était déjà fait. On a une vision aussi un peu disruptive, différente, on est jeunes, on vient des 4 ans du monde, on peut apporter quelque chose de nouveau dans le monde de l'énergie. Si demain vous devez choisir entre une entreprise qui a des valeurs qui correspondent à vos valeurs et puis un Total qui est là depuis 100 ans, c'est lui qui est responsable de tout ça aussi. Je pense que le consommateur, ça va rentrer dans ses critères de choix. Il y a le prix, ça c'est sûr. Il y a aussi tous ces aspects-là qui vont entrer en compte sur le consommateur de demain. Donc c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais dans les 10 ans qui viennent, vous allez avoir dans 10 ans, vous aurez des. Oui. Oui. Voilà, concernant la biomasse, par exemple, le groupe EDF avec son groupe de à la biomasse à Boisseau, avec les centrales. Ils ont dit que après avoir fini, ils vont créer une économie circulaire autour de la biomasse. À partir des résidus de. Voilà. Oui, le Parlement a pris. Ils ont un petit produit sur les cabosses, je pense que ça devient. Non, mais actuellement, ils sont préparés. Ils ont dit qu'il y a des projets de cacao, il y a des projets aussi de noix de cajou. Donc, aussi. Maintenant, tu travailles avec EDF? Bon, il y a une dernière manière pour sur. Non, généralement, il faut avec les zones matinées projets sur lesquels il y a un contact avec. D'accord, sur la cabosse. Oui. Non, sur la noix de cajou. Noix de cajou, d'accord. Et c'est où dans le nord? Non, Yamoussoukro. Yamoussoukro, d'accord. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une usine de consommation de noix de cajou ici. À Yamoussoukro. Donc peut-être se récupérer les déchets de cette usine-là. Non, et puis après, toute la fin déjà. Oui, il y a une usine de consommation. C'est ici, mais à l'INPHP. On va aller visiter, c'est ouvert aussi. Donc, c'est quoi la question? Voilà, la question. La question, en fait, j'aimerais savoir, avec, parce que tous les autres, vous avez parlé que l'hydrogène aussi, ça permet aussi, ça permet de pouvoir. C'est produit à partir non. Ouais, les engrais chimiques. Oui, tout à fait. Mais non, peut-être, j'aimerais
savoir le juste milieu. Et non, ils ont parlé souvent de créer une économie circulaire avec les résidus palmiers, carboniques, et puis aussi il y a hydrogène. Non, ils nous ont fait plus de rapport. Non, là, sur la centrale biomasse, c'est avec un industriel, comment ça s'appelle, SICAF, non? Voilà, l'économie circulaire qu'ils vont faire, c'est la collecte des déchets, des résidus agricoles qui vont être brûlés. Hein. Mais le carbone, on va considérer qu'il sera en partie absorbé par la flotte qui a grandi. Donc ça, c'est une technologie qui n'est pas forcément... C'est plus simple que du biogaz, par exemple. Il n'y a pas de méthanisation, c'est directement de la combustion. Mais aussi, il faut savoir que les centrales à cogénération, c'est une centrale à cogénération chaudière classique, turbine, haute pression, basse pression, condenseur. En fait, il faut savoir aussi que ces centrales-là produisent de la cendre. Et cette cendre-là est utilisée aussi pour affermir les terres. Oui, du biochar, on peut faire. Et c'est le biochar. Oui. C'est ça le projet de l'économie circulaire. Et c'est comme ça, ces projets-là, c'est comme les projets d'incinérateurs. Les projets d'incinérateurs à déchets. Ils vous annoncent un flux de déchets de temps, mais finalement, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas forcément, sur les prévisionnels, on n'a pas de taux de déchets. C'est pareil sur la biomasse. Donc, ils vont voir. J'aimerais savoir avec l'hydrogène, comment on met en place ces économies d'histoire. Là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'était sur la production d'engrais. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a importé énormément, 20% de ses importations générales, 20%. Ce sont des engrais, c'est produire de l'ammoniac pour faire des engrais azotés et les réinjecter dans le circuit. Donc les engrais, c'est NPK. Il me semble que là, c'est N. Voilà, c'est du N. Et donc ça permettrait directement de l'utiliser sur le territoire. Donc c'est là l'économie circulaire qu'elle est. C'est-à-dire que vous produisez de l'énergie bon marché à partir de biomasse. À partir de cette énergie, vous faire de l'électrolyse ou de la pyrolyse, vous avez de l'hydrogène. Cet hydrogène, vous le transformez en ammoniac et vous le réinjectez dans le sol. C'est ça l'économie circulaire. Et vous créez des emplois locaux. Ce n'est pas des emplois au Maroc ou ailleurs, c'est directement ici. Donc on aura besoin de techniciens, d'ingénieurs pour développer la filière. Mais ça, c'est vraiment des leviers qui sont vraiment observés. En Égypte, c'est pareil, c'est un pays agricole. Donc c'est pour la dépendance alimentaire des pays aussi, c'est des sujets vraiment stratégiques. Parce qu'en fait, aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que suivant les différents procédés de biomasse qu'on a présenté tout à l'heure, on a des produits différents. Par exemple, la cogénération, on produit de la chaleur électricité, on produit aussi des cendres pour l'agriculture. Quand on prend la pyrogasification permet d'avoir de l'hydrogène. Quand on prend la méthanisation, on a du CH4. Donc, c'est en fonction du procédé, du procédé qu'on pourra transformer pour avoir de l'hydrogène et puis rajouter de l'hydrogène au N pour avoir de l'ammoniac. Donc, il faut cibler le procédé. La cogénération ne permet pas d'avoir de l'hydrogène, sauf si tu réexploites la chaleur avec ton électrolyse à haute température pour avoir de l'hydrogène. Ou bien tu prends ton électricité, tu mets un électrolyseur, tu as l'hydrogène. Tu as tes cendres, mais voilà. Et donc, c'est ta pyrogasification qui permet d'avoir de l'hydrogène direct. Et ta méthanisation, c'est du CH4 qui, à part ensuite avec captage de CO2, tu permet d'avoir ton hydrogène. Généralement, dans les centrales, les centrales à biomasse sont considérées dans les centrales à cogénération. Voilà, celui de EDF. Les centrales à cogénération. Dans ce sens. C'est là l'économie circulaire, voilà, dans ce sens. Ils vont produire, par exemple, de la cendre, ils vont produire de la chaleur. Ils vont collecter les. Voilà. Et puis, la chaleur qui est utilisée pour l'électricité, il y a une autre chaleur qui est réutilisée, en fait, qui est condensée, pour réutiliser dans le circuit de refroidissement. Voilà. Il y a une partie chaude, il y a une partie froide. Donc, tout ça, ça fait de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on récupère cette même énergie-là pour refaire fonctionner les appareils pour refroidir et puis réutiliser d'autres produits comme la cendre, voilà, pour l'agriculture. Et puis, voilà. Et par la suite, si on veut produire une entendu ce procédé, soit on utilise l'électricité qui est produite, soit on utilise un supplément de chaleur pour produire cette énergie de la vie à l'électricité. Ça va? Oui, monsieur. Moi, j'ai deux questions. D'abord, c'est par rapport à la solution B dont vous avez parlé. Vous avez dit qu'on pouvait utiliser l'hydrogène comme combustible directement, tout à fait. Je voulais savoir, est-ce que c'était adaptable à tous les moteurs thermiques? Parce qu'il y a le moteur diesel puis il y a le moteur essence. Est-ce que ça va poser de problème? Ça, je vous montre une petite vidéo
juste après là pour éclairer ses propos. C'est un professeur français dans les années 70. Il s'est fait un four solaire à concentration, thermolyse, il a rempli des bonbonnes d'hydrogène, il les a mis sur sa Simca, il roulait déjà à l'hydrogène, déjà en 77. Donc quand je vous disais, on n'a pas à réinventer la roue, c'est des technologies qui existent. Donc là-dessus, il faut voir, je n'ai pas les données techniques, les fiches techniques, mais il y a des moteurs qui s'y prêtent mieux que d'autres. Après, c'est des réglages sur l'injection, etc. Fabiana a notamment fait son PFE là-dessus, donc si vous avez des questions, après vous pourrez lui demander. Mais c'est des choses, aujourd'hui il y a des taxis à Yamoussoukro qui roulent au méthane. Vu que l'hydrogène, à mon avis, ça roule aussi, hein, c'est pareil. Oui, bon, comme ça, c'est sur les moteurs à essence. Parce que si on fait ça sur les moteurs diesel, oui, ça peut se compresser, oui. Ça bouge plus rapidement. Mais aujourd'hui, je suis sûr que si vous mettez de l'hydrogène à la place du méthane, ça marche. Et ça, c'est les kits, ça vaut 200 €. Voilà. Donc, le rétrofit, l'opportunité, c'est que en termes de développement durable, c'est réduire, réutiliser, recycler. Vous prenez une vieille Toyota Corolla qui a 30 ans, qui est bien entretenue, vous changez la motorisation, il y a moins de pression sur les minerais, etc. La voiture, elle roule toujours, c'était bien conçu. Donc, voilà. Maintenant, concernant ma deuxième question, c'est par rapport au nom de l'hydrogène vert. Voilà, c'est par rapport à la source qu'on utilise pour produire l'hydrogène. Voilà. Maintenant, parce que les sources d'énergie renouvelables qu'on utilise ne sont pas forcément des sources vertes. Voilà, donc je ne sais pas si c'est par rapport à ça que vous avez vu. De quoi, l'hydrogène vert? Oui, oui. Non, ça c'est des organisations internationales qui ont défini on dit hydrogène vert parce que c'est issu d'énergie renouvelable. Voilà, donc chaque énergie renouvelable a un impact aussi les émissions de CO2, ne serait-ce que pour la conception des équipements, sur des panneaux. Ne parlons même pas d'un barrage ou d'autres. C'est ça, c'est qu'il n'y met pas de CO2 sur la production. Voilà. Ah oui, Miss. Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, j'ai une question. La première fois, on a une femme. Bravo, Yacro. Il n'y a pas beaucoup de femmes en fait dans la promotion. Au-delà de votre présentation, vous avez parlé. Toi, tu dis quoi? Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la classe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au niveau des procédures d'obtention d'hydrogène, vous avez parlé de. Là, on a une obtention du CO. C'est que le CO est très précis que tout le monde a fait. Maintenant, Madame Candidato a dit qu'on pouvait utiliser le CO. On pouvait revenir pour obtenir de l'eau à faire de l'hydrogène. Le CO, le monoxyde de carbone. On peut capter l'eau. Le CO2, le stocké. L'hydrogène bleu. Ah oui, l'hydrogène bleu. Sur l'hydrogène bleu, l'hydrogène bleu, c'est l'hydrogène bleu. L'hydrogène bleu, c'est soit. Et la question, c'est quoi? Vous avez parlé du monoxyde de carbone pour revenir à l'eau. Là, je ne comprends pas comment ça se passe. Ah, comment on passe de monoxyde à l'eau? C'est avant, c'est avant. C'est là, non? Oui, c'est là, c'est ça. Non, c'était pas de l'hydrogène bleu. C'est ça, oui, C'est ça l'hydrogène bleu. Donc, on a dans vapeur au fromage, on a quoi? On a vapeur, ça veut dire l'eau. Et puis au fromage, c'est la réaction de transformation du CH4 en hydrogène. Donc, qui dit vapeur dit, ça dit que pour maintenir, pour faire évoluer la réaction, il faut ajouter à chaque fois de l'eau. Donc la première réaction, c'est quoi? C'est du CH4 avec de l'eau, qui va donner 3H2 et du CO. Ça c'est bon. Et après, on obtient du monoxyde de carbone, mais c'est pas un gaz qu'on peut accepter dans la nature. Pour nos installations, c'est très nocif. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire réévoluer cette réaction. C'est comme si c'est une première réaction. On va faire réévoluer en retirant le CO et on rajoute du H2O. Quand on rajoute du H2O, on produit du CO2 et du H2O. Et sur notre CO2, sûrement qu'il est nocif, mais on peut le rendre propre. On a du gaz, on a du carbone propre. Même le gaz carbonique qui circule dans notre corps, il est propre. Parce qu'on l'expire et on l'inspire. On expire le gaz carbonique. Donc, on a en propre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer, purifier ce gaz et soit le réutiliser en industrie, soit le faire au sortir, une installation dans l'air, c'est pas possible.
après traitement. C'est bon? D'autres questions? On va changer un peu de côté. Oui. J'ai deux questions pour vous. Quel est le moyen de production que vous avez adopté? Pour l'instant, sur le phase des démonstrateurs, là, l'idéal, ce serait des heures de démonstration qui peut produire 2 à 3 kg par jour. Et après, sur la production pour la phase industrielle qu'on voit à moyen et long terme, ce sera en fonction du coût du kilowatt d'électricité ou de la disponibilité de la biomasse. Parce que là, Madame Camara en a parlé, tout ce qui concerne la thermolyse de la biomasse, il y a un réel potentiel de production d'hydrogène bas carbone. Donc ce sera en fonction du coût des différentes énergies disponibles. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore ciblé réellement de sources, même si l'idéal pour nous, ce serait que le pipe qui est ici, là, il y a un pipe qui va jusqu'à Abidjan, il aille jusqu'au Mali, et qu'on puisse brancher notre installation dessus. Ça, ce serait le moins cher et le plus efficient point de vue énergétique. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille pour la prochaine étape du développement. Voilà. Une autre question? J'essaie de représenter en fait cette économie circulaire sur une centrale à biomasse. Donc, on a les déchets, on a la cogène, soit la méthanisation, soit la pyro. On obtient la chaleur électrique. Donc, chaleur, électricité, ça c'est pour la cogénération. Après, on peut obtenir du biocarburant aussi. Là, on obtient aussi du biocarburant. On obtient du biochar, qui est le biochar qui est du charbon naturel. Et puis donc à partir de là, soit on fait de la condensation, donc on passe de l'état gazeux à l'état liquide, ou refroidir en fait les machines et puis les réalimenter pour que le processus de la centrale fonctionne également encore. Donc tu as le refroidissement chaudière, ainsi de suite, et puis après la chaudière refonctionne avec les déchets, etc. Et donc pour chaque produit, donc chaleur, tu peux faire la thermolyse, l'électrolyse de l'eau, tu as l'hydrogène. L'électricité, donc l'électrolyse de l'eau classique. Cendre, c'est du... Un cendre pour la culture. Voilà. Et puis, voilà, tu as du biocarburant à partir de la pyrogazéification, voilà, pour les véhicules. Ce biocarburant-là contient, en fait, quand on injecte dans les véhicules, c'est hybride, en fait. Il y a une partie essence et puis il y a une partie méthanol. Et tu as ton biochar, voilà, qui est du charbon naturel qu'on utilise pour la cuisine. Pas mal de choses. Donc tout ça là, le fait d'utiliser, de partir d'une certaine source, le fait de produire et de revenir par d'autres procédés à la source, en réutilisant, réexploitant tout ce qui se trouve à son centre, sans forcément utiliser une énergie extérieure, ce qu'on appelle l'économie circulaire, le recyclage, etc. Et puis aussi il y a le recyclage des déchets. Je voudrais savoir quelle est l'utilisation finale que vous visez actuellement. Comme je l'ai dit, c'est pour la production d'abord d'engrais. Pour un marché qui est présent, qui est là. Donc la production industrielle d'hydrogène pour production d'ammoniac et répondre aux besoins d'engrais. Voilà l'engrais d'ailleurs. Voilà, on produit l'ammoniac, à partir de l'ammoniac, on va produire l'hydrogène d'azote, on utilise l'azote pour la culture, on utilise notre hydrogène pour d'autres applications. Voilà, donc ça c'est vraiment le on remarque que les impôts sur Total Énergie en France utilisent des batteries au lithium pour le stockage d'énergie. Maintenant, moi j'ai une question très simple, savoir est-ce que les batteries à hydrogène vont mieux restituer l'énergie? Ça dit quoi? Les batteries. Toi tu parles, est-ce que vous avez parlé de batteries hydrogène? Et vous avez parlé de stockage d'hydrogène. Voilà, bon, de stockage d'hydrogène. Ça a mieux restituer l'énergie que les batteries. Oui, en termes de réactivité et de durabilité de stockage, voilà. C'est plus intéressant même en termes de surface. Pour 10 kW de batterie, c'est quasiment de 1 à... Après de la surface, le gaz comprimé, même liquide, prend moins d'espace. Il est performant, mais il est limité en termes d'utilisation. Et aujourd'hui, il y a un autre marché aussi, je ne vous ai pas parlé, aujourd'hui il y a de plus en plus de développement de data centers en Afrique.
avec l'avènement de la 5G. Et c'est des équipements qui ont des grands critères de stabilité du réseau. Et aujourd'hui, il y a déjà des entreprises qui se posent la question sur passer directement à l'hydrogène, d'avoir la technologie premium pour avoir un haut niveau de service. Donc ça, c'est des marchés à venir. De toute façon, on parle de multiplication par 5 du nombre de data centers en Afrique. Donc eux, comme c'est de la haute technologie, ils peuvent se permettre directement de prendre le dernier niveau de technologie. Il y a déjà Microsoft et Apple qui avaient expérimenté ça, mais ça commence à se démocratiser. C'est surtout ce qui est aussi site isolé en télécommunication. Vous aussi. Dernière question. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'initiative. Je suis Vincent Kakawa Christophe, le président de la conférence des ingénieurs et élèves ingénieurs à l'université. Voilà. Et donc, notre association s'est assise pour mission cette année de valoriser l'énergie un peu partout à travers des événements et des projets. Donc, j'ai un peu mal parce que j'aurais souhaité que cette rencontre permette aussi à nos aînés qui sont dans l'association. J'aurais certainement souhaité exactement des informations sur l'hydrogène. Et aussi, nous avons différents projets et j'espère aussi que vous allez nous accompagner dans les sujets. Merci, bien entendu. Quand vous nous avez reçus, on ne manquera pas de vous recevoir aussi. Et comme vous l'expliquez, l'idée c'est qu'on puisse trouver des synergies avec l'ensemble des parties prenantes et intéressées. Donc des associations d'anciens étudiants, voilà. Si on peut vous accompagner sur, pourquoi pas, l'acquisition d'équipements, une pile à combustible et autres pour montrer aux gens comment ça fonctionne, expérimenter, bien sûr que oui, et ça fait partie de notre programme. Donc, un autre panel, on peut faire sur d'autres thématiques. Au Maroc, on avait fait, sur le Maroc, on avait fait production d'hydrogène au Maroc, et d'ammoniac focus sur le Maroc, sur le potentiel. Donc là, c'est plus des généralités, mais on adapte une présentation, avec grand plaisir. Il faut élaborer là-dessus, c'est le but aussi. D'autres questions? Une dernière pour la fin, non? Non, je sais, les étudiants ont faim. Je vais surtout reprendre à 14h si d'autres. Ah oui, en plus, donc oui. Voilà, le directeur aussi attend. Voilà, il a. Donc, on vous remercie pour votre attention. Là, c'est